Donc les paramètres de la communication, vous en avez déjà probablement entendu parler. Donc nous allons aborder de manière un peu schématisée l'ensemble des paramètres qui interviennent donc dans la communication. Partons du postulat qu'on ne peut pas ne pas communiquer. À partir de ce moment-là, le formateur sait qu'il doit apporter un soin particulier à sa communication. En tout cas, prendre conscience de l'importance de la communication dans sa formation, avec son groupe et avec chacun de ses apprenants. Pour cela, il est nécessaire que le formateur connaisse les paramètres qui régissent la communication de manière générale et au moins qu'il sache quel est le processus qui se met en mouvement à partir du moment où il va commencer à communiquer. Donc, vous trouverez sous la vidéo un schéma très synthétique qui vous permettra de visualiser très rapidement comment se passe la communication. En communication, on parlera de communication bidirectionnelle, c'est-à-dire que l'émetteur devient un récepteur, le récepteur devient l'émetteur. C'est pour ça qu'on parle de communication bidirectionnelle. Donc, pour communiquer, il nous faut un émetteur et un récepteur. Donc, l'émetteur va, à partir de ce qu'on appelle son cadre de référence, c'est-à-dire son vécu, il va donc encoder son message et il va l'envoyer. Donc lui, il est dans la posture de ce qu'il veut dire à l'autre. Donc il envoie sa communication et la personne va décoder avec ce qu'elle comprend et aussi donc avec son propre cadre de référence. Et donc ce sera le récepteur. Et ce récepteur va devenir à son tour un émetteur en faisant un feedback, donc un retour à l'émetteur. Et donc c'est comme cela que se passe la communication. Sauf qu'on ne va pas rentrer dans les détails dans cette séquence, mais il faut savoir qu'il y a à minima 8 possibilités de distorsion dans un message, entre ce que j'ai l'intention de dire, entre ce que je veux dire et entre ce que je finis par dire. Déjà, il y a 3 possibilités. Que le message ne soit pas le message vraiment souhaité. Et il y a ce que je comprends, il y a ce que je veux bien comprendre, il y a ce que je retiens, etc., etc. du message qui me donnera aussi une interprétation toute particulière. Donc vous aurez compris que c'est très compliqué de communiquer. Mais bon, ça fait l'objet d'une formation pointue sur la communication. Mais déjà là, avec ce cadre-là synthétique, avec ce schéma, vous pouvez déjà vous situer dans la communication. Alors, qu'est-ce que nous appelons le cadre de référence? C'est ce qui va nous intéresser le plus dans le cadre de la communication en formation. Le cadre de référence, c'est ce qui fait l'apprenant dans sa globalité. Donc, c'est son vécu, ses peurs, son histoire, ses expériences professionnelles, ses expériences personnelles également, son environnement, tout ça, ses préjugés, ses stéréotypes, tout cela, ça concerne son cadre de référence. Et quand vous êtes formateur, il faut que vous sachiez que le cadre de référence de l'apprenant, ce n'est pas le vôtre. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez prendre du recul et vous allez pouvoir aller vers un certain type d'écoute. Parce que vous n'allez pas écouter pour répondre, mais vous allez écouter pour comprendre l'autre de son point de vue. Encore une fois, on rebondit toujours sur ces principes de Carl Rogers et des attitudes de porteur dans la communication. Donc, à partir du moment, vous avez sûrement déjà entendu une autre expression qui dit que la carte n'est pas le territoire. La carte, c'est votre cadre de référence. Mais cela ne veut pas dire que votre cadre de référence est le territoire. C'est juste votre carte, à vous. Mais la carte n'est pas le territoire. Donc, ça nous amène à passer donc sur une autre notion dont il faut avoir connaissance dans la communication, dans les paramètres de la communication, qui est donc l'écoute active.
L'écoute active, c'est une écoute à laquelle il faut s'entraîner. Ce n'est pas forcément une écoute naturelle. En tout cas, ce n'est pas l'écoute que l'on pratique le plus au quotidien. Ou alors, c'est qu'on y aura été sensibilisé ou formé. Donc c'est ce qu'on appelle l'écoute active. Et l'écoute active, elle revêt 3 formes. Donc la première, c'est ce qu'on appelle l'écoute silencieuse, c'est-à-dire apprendre à se taire et uniquement donner des signes d'assentiment pour montrer à notre interlocuteur qu'on est bien en train de l'écouter et qu'on le suit. Donc on peut faire des petits hochements de la tête, on peut faire etc., etc. Donc ensuite, ça c'est une forme, c'est ce qu'on appelle l'écoute silencieuse. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle relancer. Donc la relance, c'est utiliser la relance, c'est-à-dire qu'on écoute silencieusement et on vient ponctuellement cliquer sur un mot dans la phrase pour relancer notre interlocuteur, pour que celui-ci se mette à développer son idée, à argumenter ses propos, à étayer ses propos. Et pour cela, on peut aussi reprendre une phrase sous une forme interrogative. Et on obtiendra à ce moment-là des informations complémentaires. Vous l'avez sûrement déjà vécu quand vous êtes en train d'écouter, ne serait-ce que dans la vie personnelle, si vous écoutez une amie et qu'elle vous raconte une histoire et tout d'un coup la personne vous dit « Oh là là, mais à ce moment-là, mais j'ai vraiment, ça m'a angoissé, ces propos m'ont vraiment angoissé » et vous allez lui dire « Mais quels propos ?» Vous voyez, vous reprenez juste et la personne va commencer à développer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la relance. C'est une autre forme d'écoute active. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le résumé et la reformulation. C'est-à-dire que vous écoutez et ensuite, vous dites à la personne « Si je comprends bien, ce que tu me dis, c'est ça. » Et à ce moment-là, la personne, soit elle vous dit « Oui, mais… » Si elle dit oui mais et qu'elle continue à développer, c'est que vous n'avez pas reformulé, c'est que la personne ne s'est pas sentie complètement entendue. D'accord ? Donc, elle va continuer à développer. Donc à ce moment-là, à un moment donné, vous allez reformuler une nouvelle fois, jusqu'à obtenir un oui c'est ça. C'est ce qu'on appelle le oui physique. Et d'ailleurs, il est tellement physique que la personne, quand elle se sent entendue et que vous avez reformulé très clairement, eh bien, ça va se voir sur son visage, elle va avoir un sourire et une satisfaction parce qu'elle se sentira entendue. Donc, c'est ce qu'on appelle le oui physique. Donc, il faut reformuler jusqu'à ce qu'il soit présent. Et il n'y a qu'à partir du moment où vous avez recueilli ce oui physique, ce oui c'est ça, que vous pouvez vous permettre d'être sur l'attitude de porteur qui est « je peux donner mon avis ». D'accord ? Que vous pouvez être dans le conseil éventuellement ou dans l'attitude de décision. Parce que là, vous pouvez donner votre avis, mais pas avant. Tant que la personne ne se sent pas entendue et elle ne vous a pas dit « oui, tu m'as bien comprise », eh bien, vous ne pouvez pas lui donner votre avis. En tout cas, si vous le faites, ce n'est pas adéquat. Donc cette qualité d'écoute que vous allez donc développer, cette écoute active, elle va vous conduire à aiguiser vos sens. Parce que quand vous êtes dans l'écoute silencieuse, vous entendez vraiment tous les mots qui sont employés. Vous voyez toutes les expressions qui sont là en non-verbal. Et donc ça va vraiment aiguiser votre sens de l'observation et vous allez pouvoir mettre en plus en application vos connaissances en communication non verbale. Et ça va également vous permettre de faire quelque chose de très important, ça va vous permettre de repérer ce que l'on appelle en communication les canaux sensoriels qu'utilise votre interlocuteur, ce qu'on appelle le VACOG. Donc est-ce qu'il est sur un canal visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif? Donc c'est vrai qu'en communication on va être plus sur les 3 premiers. Et alors comment vous allez les détecter? Au travers du vocabulaire. Là, vous allez savoir sur quel canal il est branché. Donc, vous verrez au-dessous de la vidéo, vous avez une liste de mots, de verbes pour chaque canal sensoriel qui sont utilisés.
On le voit très bien avec les enfants. Les enfants, il y en a qui vous disent « mais tu vois maman, tu vois ci, tu vois ça ». On peut imaginer qu'ils sont sur le visuel. Mais tu m'entends pas. Tu ne comprends pas ce que je te dis, tu ne m'écoutes pas. On peut imaginer qu'il est plutôt branché sur le canal auditif, etc. Donc cela aide à se synchroniser, on appelle cela comme ça en communication, à se synchroniser avec son interlocuteur et en fait on se met sur le même canal sensoriel que lui et on se met à utiliser un vocabulaire qui sera adapté au sien et ainsi il va comprendre. Et beaucoup de malentendus ou d'incompréhensions entre deux personnes qui s'expriment peuvent venir tout simplement du fait qu'ils ne sont pas du tout sur les mêmes canaux sensoriels. Donc connaître ce processus, cela permet donc de se synchroniser, de se mettre en phase et de s'ouvrir donc de ce fait-là aux canaux de l'autre aussi, de celui des canaux qu'il emploie également. Alors, il n'y en a pas, encore une fois, il n'y en a pas des meilleurs, il n'y en a pas des moins bons. L'idée, c'est de détecter quel est celui de son interlocuteur pour pouvoir aller à sa rencontre. En fait, ni plus ni moins que pour aller visiter son territoire aussi, et son cadre de référence à lui également. Voilà, pour l'ensemble des paramètres de la communication. Donc, on a vu, vous verrez là sous la vidéo, il y a un petit schéma donc, avec émetteur, récepteur, cadre de référence, encodage, décodage, le feedback, le message. Donc, vous avez tous les paramètres. Ensuite, 3 formes d'écoute active. Une écoute qualitative qui va vous permettre de détecter les canaux sensoriels de votre interlocuteur et ainsi de vous mettre en phase avec votre interlocuteur et d'avoir donc une meilleure communication. Voilà pour ce qui est des paramètres de la communication. Encore une fois, vous pouvez aller creuser et aller encore beaucoup plus loin. Donc je vous donne maintenant rendez-vous au chapitre suivant pour vous parler du rôle du formateur dans les situations de communication en formation.